Voilà, bienvenue à tous. Je propose de commencer cette petite session consacrée à ce que j'espère en tout cas être le futur du développement web, avec un nom de projet, de produit actuellement, dont le nom de code en tout cas pour l'instant c'est Blazor. Je vais vous donner, donc vous voyez on est en mode expérimental, j'en ai déjà parlé à quelques-uns avec vous, on verra ici, donc c'est pas encore en tout cas utilisé en production, c'est vraiment pour voir ce qui est possible de faire dans ce type de technologie. Je vous montrerai, mais d'une version à l'autre, tous les mois il y a une nouvelle version de Blazor qui est en gros distribuée, qui est mise en place. Et il y a franchement pas mal de modifications, voire parfois des retours en arrière, des breaking change, etc. Donc ça, c'est vraiment pas à utiliser. À tester, oui, à développer quelques produits ou quelques éléments pour tester, pourquoi pas. Mais je pense pas qu'il faille aller vraiment beaucoup plus loin pour le moment. En tout cas, pour l'instant, on verra dans quelques mois quand tout ça sera officiel et va sortir, dans l'état actuel des choses. Alors, avant de commencer, je vais tout d'abord me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc mon nom, comme vous le voyez, c'est Denis Voituron. J'ai fait des études ici à Mons. J'ai fait du développement maintenant. Oui, à mon avis, je dois être le plus vieux de la bande pour pouvoir faire du développement, parce que j'ai commencé en Visual Basic 3, donc ça ne date pas d'hier, sur du Windows 3.1, pour ceux qui ont connu, je ne suis pas certain non plus. Bonjour. Et actuellement, je suis ce qu'on appelle un .NET Software Architect, donc un architecte logiciel technologie spécialisé en techno Microsoft, dans la société Onirix, qui est une société à Gembloux, où on fait principalement du body shopping avec des clients qui sont sur Bruxelles. Il y en a le Forum ici à Charleroi notamment, et des développements sur mesure aussi. Donc il y a un peu de tout, un peu les deux. Et on est une grosse cinquantaine maintenant de personnes. Donc on recrute, donc si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés, venez me trouver. C'est pas moi qui recrute, mais enfin je ferai transmettre le message. Je rédige régulièrement des blogs et certains me connaissent peut-être plus parce que je fais des podcasts avec deux amis français. Donc on a 3 à faire tous les mois un podcast sur devaps.be. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'y aller. On ne fait que du dev, chaque mois on enregistre à peu près 1 heure. Le dernier qui a été enregistré il y a 3 jours maintenant, était consacré à quelque chose qui est un peu similaire à ceci, qui est un outil qui s'appelle Uno et qui permet entre autres donc, de faire des applications mobiles, donc un peu style Xamarin, mais qui permet également de faire ce qu'on va voir aujourd'hui, du WebAssembly, donc de créer du code qui va pouvoir être exécuté à l'intérieur des navigateurs. Ça, c'est un peu l'objectif. Alors, où en est-on actuellement en termes de plateforme web, de développement ? Je pense que la majorité d'entre vous le savent. Qui fait du développement web parmi vous? Et donc, vous utilisez, je suppose, du JavaScript si vous faites ce genre de choses, via soit de l'Angular, du TypeScript, du Knockout, enfin du jQuery, tout ce qu'on peut imaginer. Mais en bout de course, je suppose que l'objectif, c'est de faire du JavaScript pour pouvoir le faire tourner sur les navigateurs, dans le navigateur. On est d'accord. Donc ça, c'est l'évolution, si on peut parler d'évolution, de ce langage, et c'est globalement le seul langage qui existe à l'heure actuelle pour pouvoir disposer d'un serveur de données, d'un serveur web, et d'envoyer du code qui va pouvoir être hébergé, enfin qui va pouvoir être exécuté sur une série de plateformes, et c'est évidemment l'intérêt principal de tous ces éléments de type web, de toutes ces plateformes web, c'est l'exécuter sur des applications de type bureautique, donc un PC classique, sur du mobile, dans du cloud, dans des systèmes de jeu, et donc on peut faire comme par exemple VS Code, créer du code JavaScript, l'englober dans un container plus global pour en quelque sorte en sortir une application. Donc ce n'est pas une obligation de faire ça, d'exécuter le JavaScript à l'intérieur d'un navigateur, mais on peut créer aussi des applications sur base du même principe. Et donc pour faire tourner tout ça dans le browser, une sorte de machine à laver là qu'on voit là sur le côté, ce n'est pas une machine à laver, c'est un browser. Dans ce navigateur, qu'est-ce qu'on a ? Du JavaScript, et globalement on n'a rien d'autre. Et ça fait, à mon avis, plus de 20 ans maintenant qu'on doit se taper, se farcir ce JavaScript pour pouvoir faire nos développements. Évidemment, le langage a évolué au fur et à mesure, mais peut-être pas exactement de la manière dont on le souhaite et de la manière dont on voudrait l'utiliser. Donc JavaScript, je viens de le dire, c'est très intéressant parce que c'est d'abord facile à apprendre, pour ceux qui développent aussi dans d'autres technos. À part tout ce qui est JavaScript, qui développe en C# ou en .NET ? Ouais, presque tout le monde. Donc, par rapport à ce genre de langage, je parle à .NET, à C#, on a du typage fort, on a de la programmation objet beaucoup plus avancée. Dans JavaScript, il n'y a pas de typage. On peut mettre un peu ce qu'on veut, un peu n'importe où. Par contre, c'est le roi du web, puisque si on veut faire du développement web, c'est sur base de ça qu'on doit travailler. Il y a du typage dynamique,
puisqu'on peut mettre une chaîne de caractères qui peut se transformer en quasi-objet avec des prototypes, qui peut se transformer en nombre, donc des variables peuvent bouger un petit peu de cette manière-là. Mais au fur et à mesure du temps, c'est jamais que je dirais presque des rustines qui ont été rajoutées au niveau de ce langage. Il y a un manque de structure, il n'y a pas réellement de programmation objet. Il est mal accepté en général par les professionnels. Souvent c'est facile à apprendre, mais à un moment donné on a besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré. Et donc sa force, c'est vraiment sa faiblesse, c'est sa facilité d'utilisation et sa grande distribution. Enfin un passage obligé, même si on n'a pas le choix et même si on n'a pas envie de travailler avec. Alors depuis pas mal d'années, depuis quasiment sa sortie, il y a une série d'alternatives qui ont été lancées par différents constructeurs, dont les ActiveX, dont Microsoft avait lancé ça il y a, on le voit, début des années 95-96. Les applets Java, même principe, c'est de pouvoir exécuter des applications développées dans des langages, on va dire plus haut niveau, des langages quelconques, que ce soit du Java, que ce soit du .NET dans ce cadre-là par exemple, ou du C++ ou autre, et de les exécuter dans un navigateur qui sert juste de container, qui gère juste de support pour pouvoir le gérer. Plus tard, il y a eu Flash, qui a fait sa belle vie et qui est quasiment mort maintenant. Et beaucoup plus tard, Microsoft a sorti Silverlight, il y a Google qui a sorti aussi des alternatives avec du NaCl, il y a du Dart qui est sorti également, et beaucoup plus récemment, il y a des projets de type ASM.js, dont on va reparler un petit peu par après, qui ont permis de faire ça. Donc c'est toute une série d'alternatives qui ont quasiment tous le même inconvénient, c'est que ça n'a été mis à l'initiative que d'un seul constructeur. Il n'y a pas de standardisation, c'est soit Microsoft a dit on va essayer d'imposer ça, soit c'est Java, Sun à l'époque qui a essayé d'imposer quelque chose, soit c'est Flash qui a essayé d'imposer quelque chose, et ainsi de suite. Ici, les WebAssembly, l'avantage, et je dirais que c'est quasiment le seul avantage par rapport au reste, mais c'est ça qui fait toute la différence, c'est que ça a été standardisé au niveau de l'organisme qui s'appelle W3C, donc vous pouvez retrouver toute la standardisation à cette adresse-là. C'est le même organisme que celui qui fait la standardisation de l'HTML, du JavaScript et autres. Donc tout ce qui tourne autour du web se retrouve globalement à l'intérieur de ce WebAssembly. Donc c'était annoncé en juin 2015, c'est déjà supporté par la majorité des navigateurs, c'est-à-dire à part des navigateurs plus anciens, et vous le verrez, il y a une colonne Internet Explorer par exemple, lui il ne supporte pas, et il ne supportera jamais à mon avis, puisque je ne pense pas que Microsoft va encore le faire évoluer. Mais tous les autres navigateurs utilisés actuellement permettent déjà de faire de l'exécution de ce format WebAssembly. Donc développé par le W3C, et depuis février 2018, il y a le premier draft qui est sorti, donc les premières définitions de comment l'utiliser, comment le mettre en place. Et ça va permettre à partir de là de créer vraiment quelque chose qui va nous ouvrir les portes, je vais dire, vers le développement de ce genre de techno. Alors qu'est-ce que c'est le WebAssembly? On va revenir dessus un peu juste après, mais globalement, c'est pour le Java l'équivalent d'un pseudocode, l'équivalent d'un bytecode, l'équivalent de le langage intermédiaire, je dirais, de chez Microsoft. C'est-à-dire c'est un langage vraiment de bas niveau, qu'on peut voir principalement de manière binaire, mais qu'on pourrait éventuellement sortir de manière un peu plus textuelle pour être lisible, mais ça ressemble quasiment à de l'assembleur. Et au-dessus de ça, on va pouvoir mettre un langage de programmation qui va compiler dans ce langage WebAssembly, dans ce langage intermédiaire en quelque sorte, qui va pouvoir être exécuté par la plateforme. Donc ça va pouvoir directement être utilisé par le navigateur et directement être exécuté par le navigateur. Donc le WebAssembly, ou son petit nom WASM, le WASM, c'est une représentation safe, donc je vais dire sans problème a priori de sécurité, puisque c'est exécuté uniquement dans le navigateur. Donc tout ce qui est contrainte du navigateur, on va devoir les respecter, mais on ne pourra pas sortir non plus du navigateur. Tout ce que le JavaScript fait, a priori on pourra le faire, mais on ne pourra pas aller plus loin non plus que ce que le JavaScript fait, contrairement à des autres technos, on parlait d'ActiveX ou d'applet Java, là vous aviez en gros la disposition tout le PC. Vous pouvez faire un format de ces deux points si vous avez envie, une suppression du disque, il n'y avait aucun problème. Ici, tout ça évidemment ne pourra pas être fait. Donc il est safe, il est portable, et ça évidemment son grand intérêt, c'est que si vous avez un navigateur sur un PC x86, que ce soit en 32 bits, 64 bits d'ailleurs, que ce soit sur un processeur ARM, que ce soit sur des mobiles, vous allez pouvoir exécuter le même code. Le même code compilé va pouvoir s'exécuter dans ces différentes plateformes et ces différents navigateurs. Donc il est bas niveau, c'est du format désigné pour être bas niveau, pour être rapide et compact au niveau représentation. C'est vraiment quelque chose de binaire. Avec l'avantage qu'il y a toute une série de langages qui existent déjà, pas les langages, mais les outils pour les compiler. Donc on peut déjà développer en C, C++, C#, Rust, etc. pour générer ce fameux format WebAssembly qui va pouvoir être directement lu à l'intérieur du navigateur.
Alors il y a encore des évolutions qui devront apparaître à mon avis sur certains points, mais globalement ça va être le principe. Ok. En pratique c'est ça. En pratique on va écrire du code, en C par exemple. On va le passer dans une petite moulinette que tout le monde connaît qui s'appelle le compilateur. On va obtenir un résultat tel qu'on voit là-bas. Et ce résultat pourra directement, ce fichier WSM va pouvoir directement être lu, par exemple dans Edge, dans Firefox, dans Chrome. Alors en termes de support, est-ce que, parce que c'est souvent la question moi qu'on me pose là-dessus, est-ce que c'est utilisable? Ben, vous voyez, globalement oui, à part quelques navigateurs style Opera Mini par exemple, ou bien le IC Browser pour Android qui ne supporte pas encore, toutes les autres plateformes, tous les autres navigateurs le supportent déjà. Depuis la version 17 pour Edge, depuis la version 62 pour Firefox et ainsi de suite. Il y a juste Internet Explorer, encore une fois, lui, on ne le considère plus comme navigateur d'avenir là-dedans. Même chose en termes de fonctionnalité. Ça, c'est le détail de toutes les fonctionnalités. Vous avez la colonne Internet Explorer qui est sur No et rouge. Sur le slide, là, c'est pas tellement rouge, mais sur l'écran, ça l'est. Donc, tout le reste, globalement, est en vert, à part quelques petites adaptations, quelques petits points qui pourront évoluer au fur et à mesure. Ça ne fait encore que quelques mois que tout le système est sorti. On n'est même pas à un an de la définition du standard. Et pourtant, il y a quand même un engouement assez important de tous les constructeurs. Alors, qu'est-ce que c'est Blazor dans tout ça? À quoi ça va pouvoir servir? Ben, Blazor, en gros, c'est le nom de code que Microsoft a donné, qui est l'intégration de .NET avec le WebAssembly. C'est la fusion des deux, c'est-à-dire écrire dans le langage .NET pour pouvoir réaliser du WebAssembly qui va pouvoir se mettre dans le navigateur. Donc on est à l'heure actuelle avec Blazor qui signifie tout simplement Browser plus Razor. On va le voir pourquoi par rapport au Razor. Toujours dans mes questions. Qui a déjà développé en ASP.NET MVC avec Razor notamment? Ah, bah, pour vous ça va être plus facile parce que tout ce que vous connaissez en Razor, en philosophie, en technologie, je vais dire Razor, c'est exactement le même moteur. Donc vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites en ASP.NET MVC Razor directement à l'intérieur de Blazor aussi. Ça c'est ce que je vais vous montrer par après. Je l'ai dit, il est en stade expérimental. J'ai mis le slide à jour ce matin parce qu'il était jusqu'à jeudi dernier en 0.5 et depuis jeudi, il est en 0.6 preview. Donc preview, c'est pas encore, déjà que c'est de la bêta à l'avance, donc c'est pas encore stable non plus. Hein. Donc on va nous travailler, on va faire l'exemple avec la 0.5. Alors le concept, c'est basé sur d'abord le WebAssembly, le format standard, mais ils se sont aidés des équipes mono, qui est, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, la base en fait c'est un projet open source créé par Miguel Di Casa il y a des années maintenant, qui a évolué pour donner le Xamarin et Xamarin Forms tel qu'on le connaît. C'est-à-dire c'est un projet qui permet de prendre du langage .NET, enfin plus exactement du C#, et de le convertir pour que ce soit exécutable dans n'importe quelle plateforme, sur n'importe quelle plateforme. Donc que ce soit du Linux, que ce soit du Mac, basé sur Linux, que ce soit de l'Android maintenant avec du Xamarin, etc. Et donc WebAssembly se base exactement sur la même couche mono, et donc on le verra, on aura une des bibliothèques qui s'appellera Mono et qui va être utilisée par le moteur Blazor pour pouvoir faire l'exécution de son code. Donc ils n'ont pas tout redéveloppé non plus. Tout ça est géré, juste pour info, par des équipes aux US de Dan Roth et Steven Sanderson. C'est les équipes d'ASP.NET. Donc le projet a été repris par l'équipe ASP.NET Core, donc .NET Core. Donc tout ce que vous faites aussi en .NET Core déjà actuellement, version 2.2, c'est exactement le même produit qui va être mis à l'intérieur de Blazor. Et je vais déjà dire ce que je dirai tout à l'heure. Tous vos développements que vous faites déjà actuellement en .NET Core, vous pouvez reprendre la bibliothèque telle qu'elle compilée pour pouvoir directement l'intégrer à l'intérieur de Blazor. Donc vous pouvez reprendre tout ce que vous avez déjà et toutes les bibliothèques qui existent déjà. Exemple, Newtonsoft JSON, vous pouvez reprendre cette bibliothèque et directement l'intégrer à l'intérieur de Blazor sans rien changer. Et tout va fonctionner. Tous les produits, toutes les bibliothèques qui ont été développées en .NET Core fonctionnent aussi dedans, jusqu'à l'exception que si on essaye d'accéder à des fonctionnalités qui ne sont pas supportées par le browser, on va recevoir une exception de type unsupported exception. Si vous avez une bibliothèque qui fait un accès au disque, vous allez recevoir une exception de ce type-là. Mais toutes les autres fonctionnalités, vous allez pouvoir, non même pas devoir les recompiler, et prendre directement la DLL .NET Core compilée, quoi, standard. Et tout ça est en open source sur GitHub. Et donc c'est là où vous pouvez voir les pull requests, voir l'évolution, voir tout ce qui va avancer, les différentes releases sur GitHub ASP.NET/Blazor. Alors pourquoi, on va se dire, pourquoi faire ça en .NET? Déjà, ça permet d'avoir le langage à la limite que l'on veut, VB, C#, F#, etc.
Si on prend rien que le langage C#, ben, ça permet d'avoir un aspect de stabilité, d'être mature en termes d'environnement de développement, d'être efficace. Donc on va vraiment se retrouver avec tout ce qui est .NET standard, dont l'implémentation est .NET Core. On va pouvoir utiliser tout ce qui est MS Build pour compiler nos projets si on veut. On pourra utiliser tous les tests unitaires, quels que soient XUnit, VS Unit, etc. si on a envie. Donc tout l'outil et tout l'attirail, je vais dire, des outils dont on dispose actuellement, on va pouvoir mettre tout ça en place directement à l'intérieur de cette solution Blazor, puisque ça sera un projet tout à fait classique. On va juste rajouter en quelque sorte un package NuGet qui sera Blazor, enfin Microsoft.blazor, quelque chose. Il est rapide et évolutif. Quand on voit la vitesse à laquelle les développements de la team .NET Core font les évolutions, ben on va pouvoir tirer parti de tout ça aussi à l'intérieur de ceci. C'est un langage moderne, avec toutes les innovations du C#, du F#, du Razor, dont on reviendra. Il est orienté dev, avec tout ce qui est Visual Studio, et on verra, ça peut être soit du Visual Studio 2017 pour le moment, soit du VS Code. Vous pouvez utiliser soit un bloc-notes si vous avez envie, mais enfin en général, déjà avec VS Code ou Visual Studio, on s'en sort très bien. Mais donc, vous n'êtes pas obligé de faire que du Visual Studio. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil de compilation, comme on fait des projets .NET Core avec n'importe quel outil aussi, donc du VS Code aussi. Donc on a Visual Studio, l'IntelliSense, enfin on a tout ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner directement. Alors le principe de base, ça fonctionne comment? Pour ceux qui ont déjà fait des pages ASP.NET MVC, c'est exactement le même principe. On a du code C#, on a du code a priori design qui est mis dans du CHTML par exemple. Tout ça va passer dans une moulinette de compilation pour obtenir une bibliothèque, une DLL. Elle ne va même pas changer de nom, on verra dans le navigateur passer une DLL qui sera une assembly. Et donc on va compiler cette ou ces DLL pour obtenir plusieurs bibliothèques qui vont pouvoir être directement envoyées dans le navigateur. On a en couche de base en dessous la couche avec mono.wsm, donc qui est vraiment la couche dont je parlais tout à l'heure, qui a été développée par les équipes Mono, qui permet au-dessus de venir faire l'exécution du .NET Core. Et donc au-dessus de cette couche, de ce petit launcher mono WSM, on va se retrouver avec mscorelib.dll, systemcore.dll, systemio.dll, etc. Donc toutes les bibliothèques tout à fait classiques dont on a besoin quand on veut faire du développement. Et au-dessus, vous avez votre bibliothèque, votre application avec app.dll, qui est votre application par exemple. Ou Web Application 1, ou ce que vous voulez, va pouvoir se retrouver derrière ça. On va le faire, on va juste après faire un exemple d'application complète en WebAssembly. Alors le processus global, si on veut aller un peu plus dans les détails, c'est ceci. On a pour du JavaScript, on a des fichiers JS, embedded éventuellement à l'intérieur d'une page HTML, mais on peut avoir des fichiers JS distincts qui sont envoyés dans un parseur JavaScript. Et là, ça crée ce qu'on appelle des structures de type AST. C'est tout ce qui est bypassé en quelque sorte par le WebAssembly puisqu'on a déjà compilé le code. Donc on se retrouve avec du code déjà compilé qui va pouvoir directement, enfin déjà vérifié plus exactement, qui va pouvoir directement arriver dans le compilateur qui va lui transformer, soit dans ce cas-là l'équivalent du bytecode ou de l'autre côté du JavaScript, il va le transformer en code natif pour la machine. Si on se retrouve sur une machine ARM, il va compiler pour l'ARM. Si on se retrouve sur un x86, même chose. Donc ça, c'est la phase de compilation qui est là, qui va le transformer en code spécifique pour la machine. Et puis ça va être exécuté dans une sorte de machine virtuelle propre au navigateur, avec toutes les limitations et les exécutions et la sécurité qui se trouvent derrière. Donc on ne change rien à ce niveau-là, c'est simplement le format de fichier qui est légèrement différent pour avoir directement ce bypass en quelque sorte de parsing JavaScript. Alors on n'est pas non plus à gagner, puisqu'on passe une étape, on ne va pas gagner des dizaines ou même des millisecondes dans le processus. On est quasiment équivalent au JavaScript, parce que le JavaScript, dans ce JavaScript parser, il a des années, des dizaines d'années d'expérience dans les navigateurs où ils ont pu optimiser et affiner vraiment cet aspect de phase de compilation. Donc ici, au niveau du WebAssembly, malgré qu'on compile de manière différente, je vais dire, de manière séparée, on ne va pas non plus exploser la vitesse des pages qu'on va pouvoir afficher sur Internet. L'objectif n'est pas celui-là, ce n'est pas nécessairement d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide, à part des domaines un peu plus précis, du style, on cite souvent tout ce qui est jeux vidéo. Ben ici, on va pouvoir faire des calculs mathématiques peut-être un peu plus performants et des accès directs à des drivers mémoire intégrés au navigateur, des drivers vidéo intégrés au navigateur qui vont peut-être permettre d'aller un peu plus vite, alors que le JavaScript n'a peut-être pas tous les outils pour ça. Et de l'autre côté, on va avoir toutes les API du browser. Et donc, la machine virtuelle, elle va pouvoir accéder à tout ce qui est le DOM HTML, les canvas, l'history, le local storage, la géolocalisation, etc. Que ce soit via le JavaScript, que ce soit via le browser VM.
Et si on veut le faire depuis le WebAssembly, c'est un des inconvénients. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui-là qui a un inconvénient majeur. C'est que pour accéder, en tout cas pour le moment, aux fonctions même du navigateur, on doit passer par JavaScript. Donc on verra, il y a une interopérabilité entre JavaScript et le WebAssembly, mais on ne sait pas depuis le WebAssembly directement accéder, par exemple, à la géolocalisation, comme on le fait en JavaScript. Donc ça, c'est un petit inconvénient, mais tout ça est en train de se mettre en place. Donc voilà, ça c'est le principe sur qu'est-ce que c'est le WebAssembly, du coup, qu'est-ce que c'est Blazor et comment ça fonctionne. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant dans un aspect pratique et d'arrêter de faire des slides et de passer dans un aspect de démo, sauf si vous avez des questions peut-être au préalable sur ce qu'on vient de voir ici, sur l'aspect un peu plus théorique. On peut se passer de JavaScript si on n'a pas besoin pour le moment d'accéder à des fonctionnalités d'API qui sont là. Ouais. D'ailleurs, à part les 5 dernières minutes de la démo, on n'utilisera rien en JavaScript. Ça, il faudra voir. Ça, c'est le problème. L'avantage avec la standardisation W3C, c'est qu'il y a un standard. L'inconvénient maintenant, c'est que pour faire évoluer ce standard, on le voit avec JavaScript, il va falloir des années, quoi. Donc, on verra un peu l'engouement qu'il y a par rapport à ce genre de techno et de produits. Donc, on verra comment ça se passe. Maintenant, passer par JavaScript, je dirais que ce n'est pas non plus un inconvénient, hein. Attention, quand je dis on peut ne pas faire du JavaScript, oui, sauf que le lancement du WebAssembly, donc charger le WebAssembly en mémoire, doit passer obligatoirement par une sorte de bootstrap JavaScript, qui est fourni par Blazor, donc c'est complètement transparent, nous, dans les exemples qu'on va faire. Mais techniquement, derrière, on va quand même se rendre compte qu'il y a un petit fichier JS derrière, de toute façon. Ouais. Et en ce qui concerne les API du navigateur, est-ce qu'on pourrait y accéder depuis le WebAssembly un de ces jours? Ben, c'est ça. Via les JavaScript pour le moment, oui. On peut le faire déjà maintenant. Est-ce qu'on aura besoin après d'y accéder en direct? Ça, il faudra voir. Mais pour le moment, on ne sait pas le faire en direct. Okay, sauf si la norme évolue, mais on verra. Donc, en pratique, si on veut mettre ça en place, de quoi avez-vous besoin si vous rentrez chez vous ce soir, demain? Qu'est-ce que vous devez faire? Le plus simple, c'est d'aller sur le site blazor.net où il vous explique, ici, voilà, il vous explique tout ce qui doit être fait dans documentation, il vous explique tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais globalement, vous avez ici tout le processus pour qu'est-ce qu'il faut installer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. En 2 mots, qu'est-ce qu'il faut installer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est installer .NET Core SDK. Le .NET Core, forcément, vous avez besoin d'avoir le .NET Core puisqu'on va créer une application .NET. Donc vous avez besoin de télécharger le .NET Core SDK avec l'outil de compilation .NET. Ensuite, vous allez devoir installer soit le Blazor CLI, soit, ça c'est l'un ou l'autre, dans Visual Studio 2017, installer l'extension Blazor. Donc, dans Visual Studio, vous avez dans les outils les extensions et les mises à jour, et parmi la liste de ces extensions, il y a, dans mon cas, une extension qui s'appelle Blazor quelque chose. Voilà, ASP.NET Core Blazor Language Services. C'est ce que je vous montre ici, c'est ça dont vous avez besoin. Ou alors, si vous ne voulez pas utiliser Visual Studio, vous pouvez le faire en faisant l'installation du Blazor CLI. Donc vous faites un .NET New-i pour faire l'installation de Microsoft ASP.NET Core Blazor Template. L'un ou l'autre, ça revient au même. Ben voilà, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça une fois que vous avez fait cette installation-là? Ben, il faut créer un projet. Moi, je le fais depuis Visual Studio parce que je trouve l'aspect graphique de Visual Studio plus simple. En plus, on a l'IntelliSense qui n'est pas encore complètement prévu dans VS Code. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau projet. Donc, je fais fichier nouveau projet. Je vais dans la rubrique .NET Core et je vais chercher un... On va zoomer ici. Voilà. Dans la rubrique .NET Core, je vais chercher un projet de type ASP.NET Core Web Application, parce que c'est une application web. Je lui donne je choisis d'abord le répertoire où je vais le mettre. Je vais le mettre dans mon dossier, dans un projet temporaire, et je vais l'appeler Blazor. On va créer un mastermind. Qui connaît le jeu Mastermind? Ah, ben c'est bien. Je vais déjà... Non, on va faire OK après. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et ceux qui ne le connaissent aussi de toute façon, Mastermind, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire, bon là je l'affiche les choix de l'ordinateur, après à terme l'objectif c'est de les cacher, sinon c'est pas du jeu, c'est trop facile à trouver. Parce que l'objectif c'est l'ordinateur choisit 4 couleurs, parmi une palette de X couleurs, et puis vous en tant que joueur, vous dites, ah ben je vais essayer du vert, je vais mettre de l'orange ici, et je vais mettre du noir là-bas. Et puis j'appuie sur le bouton check, et l'ordinateur me dit, ah, je vais zoomer,
vous avez une boule qui est bien placée. Bah, quand on a la solution, c'est facile. Oui, je la vois, elle est là, c'est la rouge. Vous en avez deux qui sont existantes, mais mal placées. Effectivement, c'est les deux qui sont ici. Et si j'arrive à trouver les bonnes couleurs, que je fais check, il me dit « Ah, vous avez gagné », et on va être envoyé sur une page qui dit « Félicitations, vous avez gagné », et puis on peut rejouer un nouveau jeu. Ok? Ça, c'est le principe. Enfin, c'est le principe, c'est ce qu'on va vouloir faire. Donc pour ça, je crée un nouveau projet ASP.NET Core Web Blazor Mastermind. Je fais OK. J'arrive sur l'écran que tout le monde connaît pour ceux qui font du web, qui me demande de choisir le type de projet .NET que je veux utiliser. Ici, je vais choisir Blazor. On en reparlera, vous voyez, il y en a d'autres. Et c'est justement pour moi l'intérêt majeur des autres, mais on va commencer par le début. C'est on peut faire un Blazor avec une partie hostée. Là, on va faire un Blazor uniquement côté client, puisque je ne l'ai pas dit effectivement, mais un projet Blazor, comme du WebAssembly, c'est ce qu'on appelle des single page applications. C'est-à-dire, on n'a rien sur le serveur, on envoie juste du serveur, qui peut être juste un serveur de distribution de fichiers tout à fait classique. On va envoyer côté client le WebAssembly, donc nos différents fichiers, et ensuite, on peut quasiment être déconnecté du réseau, tout travaille en local. Comme une application Angular, comme d'autres applications de type Vue.js ou autres, c'est des applications complètement disponibles uniquement sur le poste client, avec sa propre gestion de variables mémoire, de gestion complète de pages, etc. Donc, Blazor fait partie de ça. On va se retrouver vraiment avec une application cliente qui a toute la logique, par métier, parce qu'on peut se connecter à des web services ou des web API, mais qui a en vrai toute l'information nécessaire pour pouvoir travailler. OK? Donc, on se retrouve avec un projet Blazor qui est, dans ce cas-ci, on le voit, composé d'un projet, on va dire, classique web, sauf qu'on va l'exécuter, encore une fois, côté client uniquement. Elle possède des pages, c'est HTML, pages partagées, et des fichiers de démarrage, startup.cs et programme.cs. Pour ceux qui ont fait du .NET Core, c'est à peu près l'équivalent. Ceux qui ont fait du ASP.NET MVC, ben vous reconnaissez aussi les éléments connus. Moi, je vais, puisque j'aime bien passer sur un projet vide au départ, puisqu'il n'y a pas de base ici, puisqu'il m'a créé des éléments, je vais vider tout ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire je vais supprimer toutes les pages. On va les recréer évidemment. Hop. Et je vais supprimer toutes les pages, tous les éléments qui sont dans les éléments partagés aussi. Alors, si je veux que ça fonctionne, je dois juste aller dans le View Import, supprimer évidemment la référence à ce dossier partagé, parce que sinon ça ne va pas compiler. Et si je compile, le temps que ça compile, voilà, il m'a compilé le truc, et a priori tout fonctionne. Enfin, tout fonctionne, j'ai plus rien, mais ça va compiler, ça va s'afficher. Mais il n'y a plus rien dedans. OK? Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire ici? Alors, oui, comme l'objectif ici, c'est de voir Blazor, et pas de commencer à faire du .NET et commencer à parcourir tout ça, je me suis créé deux classes que je vais m'ajouter. Je vais créer un dossier game, dans lequel toute la logique, je vais vous les montrer, hein, on va pas... Hop, je les prends, je les tape ici. Voilà, j'ai créé un... D'abord, on va commencer par celui-là, row. Row, c'est une classe qui contient la gestion d'une ligne, ce qu'on a vu ici dans le mastermind, là, une ligne que ce soit la ligne des couleurs choisies par l'ordinateur ou la mienne, ou si je fais suivant, suivant, pop, 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 j'en ai toute une série, donc j'ai 3 lignes blanches ici. Mais un élément qui est là va être géré par cette classe qui s'appelle row, dans lequel au départ je mets 4 couleurs blanches, dans lequel je spécifie quelles sont les couleurs qui vont être choisies ou modifiées. Je vais lui dire pour calculer le nombre de bonnes couleurs, donc bien placées, le nombre de couleurs existantes mais mal placées, savoir est-ce que l'utilisateur a appuyé sur le bouton, donc est-ce que la ligne est désactivée puisqu'on a déjà fait le check. Et ensuite, une commande qui va permettre de faire le set next color. Ça, c'est quand je clique dessus, chaque fois, je vais appeler cette méthode set next color qui va me choisir la couleur suivante dans ma palette de couleurs. Okay? Ça, c'est ce que font les commandes ici. C'est rien de bien particulier, je prends ma palette, je regarde la couleur, je reprends la suivante, etc. Et je peux faire récupérer un index de la palette courante. Même chose dans le moteur. Dans le moteur, j'ai une liste de couleurs qui est mise dans une variable color palette. Je démarre mon moteur, j'appelle la méthode start. Que fait cette méthode start? Elle prend une palette de couleurs. Elle va choisir 4 couleurs parmi cette palette. Au départ, elle prend la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, dans l'ordre. Et puis, j'ai une méthode check qui va aller regarder, tiens, quelles sont les couleurs de la dernière ligne choisie par le développeur, par l'utilisateur, le joueur. Quelles sont les couleurs parmi cette palette?
et il va venir les comparer et venir me remplir ma propriété good en faisant une vérification pour voir tiens, quelles sont les couleurs qui sont correctes. Donc est-ce que la couleur choisie correspond bien à la couleur de l'ordinateur. Même chose pour le bad. Est-ce que les couleurs choisies correspondent bien, enfin sont contenues pardon, dans la liste dans laquelle j'enlève les nombres de bonnes couleurs parce que sinon chaque fois les couleurs bien existantes vont se retrouver aussi dans la ligne des bad. Bref, ça fait juste mon calcul du nombre good, nombre bad qui va s'afficher sur l'écran. Qui va s'afficher là. Le 0,0, le 0,0 ou le 0,1 tout à l'heure. Ok. Et puis j'ai mélangé ma palette de couleurs, parce qu'évidemment à terme ça va être de mélanger les couleurs et pas de les avoir toujours dans le même ordre. Qu'on mette quand même un peu de piment dans le jeu. Donc voilà, ça c'est mes deux classes, on ne va plus y revenir, c'est simplement pour éviter de commencer à faire du code juste pour le plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Je vais créer ma première page. Et ma première page, ça va être ma page de jeu que je vais créer dans mon dossier page ici. Alors, il y a plusieurs manières de pouvoir créer des pages. Je vais revenir peut-être sur les slides. Ça, c'est ce qu'on va faire ici. Ça, c'est ce qu'on a fait. Voilà, ceci. Il y a plusieurs manières de créer des pages en Razor déjà au départ et en Blazor aussi. La première manière, c'est de créer ce qu'on appelle des composants. Toute page présente à l'intérieur de Blazor, c'est une notion de composant. Un composant, c'est toute la page, mais ça peut être également un sous-élément. Donc une balise, telle qu'on la voit là, qui s'appelle counter, c'est également un composant. Et tout élément est basé sur des composants. La page est un composant, les sous-éléments sont des composants. Ce qu'on faisait avant dans des Windows Forms par exemple, en WPF, c'est ce qu'on appelle des user control, mais ça va être le même principe. Je vais pouvoir créer une sorte de composant que j'appelle counter, que je vais pouvoir placer à l'intérieur de ma page principale. Je pourrais mettre des paramètres pour pouvoir le configurer. Si je veux mettre deux fois le counter, ben je mets un premier et un deuxième, l'une à la suite des autres, j'exécute ma page et je vais avoir mon compteur qui va apparaître. Pour créer des composants, soit on crée uniquement en Razor, c'est-à-dire tout ce qui est en CHTML, et j'utilise les fonctionnalités Razor pour le faire. Donc je définis un @page, je donne un identifiant de page, je vais revenir dessus, et @function et je mets tout mon code. Inversement, je peux tout créer uniquement en code C# en héritant d'un composant qui s'appelle Blazor Component, fourni par le paquet du get de Blazor. Ou alors je fais un mix des deux. Je crée une page CHTML qui contient mon visuel et mon contenu web, mon contenu HTML, avec une classe qui va hériter de Blazor Component et dire que ma page hérite de ce counter component qui se trouve ici. Moi, en général, c'est cette deuxième manière de faire. La première, j'aime pas parce que ça veut dire qu'on met du code, derrière @function, du code dans la page. Je trouve pas ça propre de mettre tout le code à la fois dans le code et le design. Faire tout en classe, faire du code HTML et des CSS en classe, ça devient un peu lourd. Donc faire les deux, je trouve ça pas mal. Donc pour faire ça ici, dans ma page, je vais faire un clic droit ajouter, je vais demander d'ajouter un nouvel élément. Je vais dans la rubrique web ASP.NET et je vais créer, pour ceux qui ont fait du web ASP.NET Forms, du ASP.NET MVC, c'est une Razor Page. Ben, je vais faire la même chose ici. Et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Game Page. OK. Donc il m'a créé ici, on le voit, gamepage.chtml avec une sous-page, un sous-fichier, gamepage.chtml.cs. Comme ils possèdent le même nom, ils s'apparaissent l'un en dessous de l'autre, ce qui est toujours quand même assez pratique. Je vais quand même par contre l'adapter parce que là c'est prévu pour, c'est le modèle prévu pour MVC. Il n'y a pas encore de modèle prévu directement pour Blazor. Donc par exemple, ça, je n'en ai pas besoin. Ceci. Et je vais d'abord commencer par là. Je vais lui dire que mon GamePage modèle, je lui donne le nom de la classe que je veux, hein, ça ne va pas hériter de page modèle, ça c'est de l'ASP.NET MVC, ça va hériter de Blazor Component. Je rajoute le using qui va bien, j'enlève les deux qui ne vont plus, qui sont propres à MVC, j'enlève la méthode là qui ne sert à rien, je reviens dans mon GamePage ici et je vais lui demander d'hériter de ce GamePage modèle que je viens de définir et je lui dis ça c'est ma page racine à l'intérieur de mon projet. Je sauvegarde. Je vais derrière cette page, on va juste lui faire un H1, on va lui mettre un mastermind. Alors, il ne m'a pas encore remis parce que je dois sauver les pages et compiler. Vous voyez, c'est le genre de petits trucs qui ne sont pas encore parfois tout à fait au point. Voilà, une fois que je reviens, voilà, maintenant c'est déjà mieux. Si je refais mon H1, j'ai tout
tout mon code, tout mon IntelliSense HTML qui est présent. Donc j'ai mis ici juste un titre, H1 Mastermind, juste pour voir quelque chose sur l'écran lorsque je vais appuyer sur F5. Et je peux l'exécuter. Alors soit je l'exécute, et puis classiquement mon code, donc un F5, mon code va rester lié à mon navigateur. Soit je vais faire ce que je vais faire ici, un CTRL F5, c'est-à-dire là il va ouvrir le navigateur lié au site web et venir afficher, voilà, loading, Mastermind. Alors pourquoi j'ai fait un CTRL F5? Parce que ça me permet de revenir dans le code et de continuer à modifier ce code, de le recompiler, voilà, de repasser à l'intérieur de mon navigateur, de faire un refresh, sans devoir faire F5 et attendre, etc. Ça sera plus rapide pour le traitement par après. Okay, ça, c'est ma première page WebAssembly créée. Maintenant, il ne reste plus qu'à taper le code qu'on veut pour pouvoir afficher ce qu'il faut, c'est tout. Alors, le principe derrière ça, comment ça fonctionne? Si je vais quand même regarder, si je fais un F12, en termes déjà de code, page source, voilà ce qu'il a. Je disais, il a besoin d'avoir un JS et il a effectivement, derrière un dossier, on verra tout à l'heure, _framework, automatiquement Blazor me fournit un blazor.webassembly.js qui est le bootstrap, le point de démarrage qui est associé à mon WebAssembly. Et derrière ça, on retrouve tout le code permettant de lire le contenu de la bibliothèque qu'on a créée. Alors vous voyez aussi, il y a les CSS de Bootstrap. Ça, c'est ce qui a été rajouté il y a quelques versions maintenant, ce qui permettra de faire du visuel, du design plus facilement. Notamment le bouton qui est là, c'est un bouton Bootstrap. J'ai simplement spécifié que c'est un bouton de type primary, BTN primary. Et ça me permet d'avoir un look bleu comme ça sans devoir le définir. Mais vous mettez n'importe quel style que vous souhaitez derrière ça. Okay, ça, c'est la page de démarrage. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Si je rafraîchis ma page, que je demande au niveau réseau de me montrer tout ce qui se passe, voilà ce qu'il fait. Premièrement, il accède à localhost, ok, sur un port 30805, ouais, ok. Il va me chercher le CSS, donc le contenu des CSS et le Blazor WebAssembly.js dont je viens de parler. Et lui va se charger d'aller rechercher tout le reste. Et le reste, c'est quoi? D'abord, c'est de faire un chargement de Mono. Mono.js qui va charger mono.wsm. Et puis, vous voyez passer, mais vraiment du .NET, vraiment vos bibliothèques telles que vous avez l'habitude. On va voir passer sur le réseau un blazor.mastermind.dll. C'est la bibliothèque que je suis en train d'écrire, elle est là. On va retrouver ensuite toutes les autres bibliothèques, y compris le mscorelib.dll, y compris le netstandard.dll. Donc toutes les bibliothèques que vous avez l'habitude, je vais dire en .NET, de créer et de définir, elles se retrouvent dans le navigateur côté client pour pouvoir faire l'exécution complète de tout. C'est très bien, sauf que ça pose un inconvénient pour le moment, mais je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus, c'est que si je regarde la bibliothèque mscorelib.dll, elle fait 677K. Alors pour un site public, ça plus la bibliothèque mono.wsm 710K, je suis presque à 2 mégas et j'ai rien. Bon, après, le reste, ça ne va pas prendre grand-chose. Afficher des petites icônes, des petites couleurs, des petits cercles, c'est pas ça qui va augmenter la taille. Mais mine de rien, sans rien commencer, sans rien faire au départ, on a déjà une taille entre guillemets phénoménale. Ça, c'est le fait que, pour le moment, tout est envoyé aux clients. Ils sont en train de travailler avec les équipes Mono notamment pour pouvoir essayer de compiler vraiment une bibliothèque mscorelib qui ne contiendrait que ce dont on a besoin. Là, j'ai pas besoin d'avoir tout mscorelib, j'ai rien fait. Donc j'ai pas besoin de, à mon avis, 99% des fonctionnalités d'mscorelib pour le moment. Donc l'idée par après, c'est d'enlever tout ça. Un autre point également, c'est que dans les prochaines versions de .NET Core, il va y avoir une fonctionnalité de compression des DLL qui va évidemment nous intéresser dans notre cas ici. Alors, certains disent, de toute façon, ce n'est pas un problème puisque c'est toujours la même mscorelib et c'est toujours le même mono.wasm qui va être transféré. Donc, ça va être mis en cache. Donc, les prochaines fois, elle ne va pas devoir toujours le télécharger. Ouais, ok, mais enfin bon, en attendant, ça passe quand même au moins une première fois, quoi. D'où la raison pour laquelle il y a également, si je refais un F5, il y a également le loading qui apparaît. Parce qu'il faut charger tout ça. Ouais. Justement, ce loading, il y a moyen de s'en débarrasser ou il n'y a pas moyen? Si, il y a moyen. J'ai jamais été le faire, mais il y a moyen dans les pages JS d'aller le modifier. Ça doit être ici quelque part. Voilà, il est là. Tu peux ne rien afficher. Ah, tu peux l'enlever ou tu peux mettre ça en français. Chargement en cours, on peut le mettre. Chargement en cours. Voilà. F5. Voilà.
ça apparaît en français. Et on peut l'enlever évidemment. Bah, du coup, si on l'enlève, on l'a pas, quoi. Ou mettre un petit truc qui bouge, peut-être plus agréable. Ok. Donc voilà, ça c'est le principe. On va le mettre là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer à créer une ligne et on va utiliser ce composant ligne à l'intérieur de ma page GamePage. Donc GamePage, c'est la page qu'on voit ici. Alors oui, une chose que je n'ai pas encore parlé, c'est la définition de la page telle qu'elle est ici. Vous voyez qu'on a défini que la page, elle était spécifiée par le slash qui se trouve là. Ça, c'est le routage, c'est une des manières de faire du routage à l'intérieur de Blazor. Si vous avez envie de définir une page contact, vous la créez exactement de la manière que je viens de le faire et vous mettez slash contact ici. Et vous accéderez à votre page en mettant slash contact. Donc lui-même recharge et redirige en quelque sorte la page sur la bonne route qui se trouve là. Vous pouvez en mettre plusieurs aussi. Vous pouvez spécifier @page contact. On peut en mettre plusieurs ici. Contact details par exemple. Et on pourra, mais ça j'avance un peu trop vite, on va pouvoir mettre également des paramètres pour envoyer des valeurs à cette page. Qu'on pourra récupérer dans le code, évidemment, c'est l'objectif. Mais là, j'avance trop vite. OK? Donc, on va créer notre première page, et cette première page, ça va être un nouvel élément de type RazorPage, et je vais l'appeler GameRow. Juste? Ouais. J'essaie de garder les mêmes noms, parce que comme ça ira plus vite après pour refaire du copier-coller du code qui est moins intéressant. Alors, encore une fois, on n'a pas le même modèle, donc on va taper ici un Blazor Components. Oups. On va enlever les références MVC qui ne sont pas utiles pour nous. On va enlever la référence à la méthode qui ne nous intéresse pas. On revient ici et on enlève, on met un inherit et on spécifie qu'on va pouvoir accéder à ce composant en faisant un /row par exemple, juste pour tester. Alors ça c'est le Razor au sens ASP.NET. Donc là, vous avez la possibilité de définir du code directement à l'intérieur de la page, enfin directement à l'intérieur du contenu HTML en quelque sorte. C'est ce qu'on fera à certains moments quand on aura besoin de faire des tests ou des accès à certaines parties. Si vous avez envie de faire du code et pas d'une classe, vous avez la possibilité de faire aussi function. Et là, vous placez tout le code côté backend, behind, que je suis en train moi de placer à l'intérieur de mon fichier C# qui se trouve là. Vous pouvez le placer derrière le @function ici. Tous les exemples que vous verrez sur le site de Blazor, en général, sont faits de cette manière-là. Parce que vous n'avez qu'un seul fichier, c'est plus clair, on va dire, de pouvoir travailler de cette manière. Moi, encore une fois, de manière complète, je trouve perso que c'est beaucoup plus simple de séparer les deux, le visuel du contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ouvrir le document Word pour éviter de tout retaper. Démo Mastermind. On va venir mettre le code, qui est du code pur HTML. Le voilà. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Du code pur HTML qui est, je crée une div, à l'intérieur de cette div, je lui dis que c'est un cercle via une classe, et je lui donne un style, background rouge, bleu, vert, orange, pour que c'est un visuel et qu'on voit le contenu du cercle. Derrière le cercle qui est là, c'est un CSS qui doit se trouver ici. Pour le moment, il y a du CSS fourni par Blazor pour faire une sitemap, donc une barre de navigation et autres. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais refaire tout depuis zéro. Donc pour ça, j'ai besoin d'aller chercher un CSS qui est celui-ci. C'est-à-dire, ça c'est celui qui est fourni par défaut par Blazor. Je crée une classe circle dans lequel je lui dis tu me crées un radius pour mon bord de 50%, ça me permettra de faire un cercle, avec une largeur de 70 pixels, hauteur 70 pixels. Par défaut, la couleur est jaune, mais de toute façon, je vais lui donner une couleur derrière. Il fait un petit bord solide de 2 pixels autour, et il affiche les cercles l'un à côté de l'autre. Et après, je devrais afficher la réponse, donc j'ai déjà prévu le style pour afficher la réponse à côté. Hop. Donc, si j'ai ceci, que je veux l'utiliser, c'est-à-dire aller dans ma page GamePage, je vais d'abord compiler tout ça. Voilà. Ici, je peux venir maintenant placer une ligne de 4 cercles, qui sont mes 4 cercles colorés que je viens de placer. Pour ça, j'ai simplement besoin d'ouvrir une balise et d'aller chercher le nom de mon composant qui possède le nom de mon fichier ou de ma classe que j'ai créé. Donc moi, mon composant ici, c'est GameRow. Je devrais pouvoir retrouver un GameRow qui est là. Et je peux en placer un premier. On va en mettre deux. Je peux en placer un deuxième. Je peux recompiler tout mon projet. Revenir dans mon interface qui est là, rafraîchir la page.
et j'ai 2 lignes de cercles colorés qui apparaissent. Donc à créer, perso en tout cas, je trouve ça vachement simple, vachement pratique. C'est de l'HTML, hein, ça. Donc je peux le sélectionner puisque c'est de l'HTML, je peux faire un clic droit dessus et faire Inspect, et je peux aller voir, ah bah tiens, je me retrouve avec ma première commande et ma deuxième commande qu'elle a. Donc il m'a fait ma construction de page HTML directement, sans problème, quoi. Il y a une petite subtilité, c'est qu'il ne voit jamais l'HTML directement. C'est-à-dire que si on regarde dans, on ne va pas le refaire complet, mais si je refais un refresh ici de ce qui passe dans le réseau, il n'y a pas d'HTML qui passe. Le contenu HTML se retrouve derrière mon projet qui est blazormastermind.dll. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici, blazormastermind.dll. C'est ma DLL qui va contenir tout le code compilé HTML. Donc il va créer en gros un string builder quasiment, dans lequel il va venir mettre le H1, venir mettre les autres paramètres, et ainsi de suite. Donc tout se trouve compilé. Donc si vous devez changer quelque chose, changer le mastermind qui est là, le A et mettre autre chose à la place, ben vous allez modifier votre code CHM, vous devez recompiler votre bibliothèque puisque c'est la DLL qui contient ce libellé mastermind qui passe. Ok. Donc voilà, revenons dans le code. Donc ça c'est la manière, je dirais simple, de créer, mais efficace et la manière classique avec laquelle on va pouvoir créer des composants par après. Ça va? Jusque-là, ça me paraît assez simple et assez intuitif, je vais dire, à créer. Ça ne sera pas plus compliqué que ça, hein. Tout le reste, c'est juste des améliorations par rapport à ça. C'est quelque chose que je me suis rendu compte en utilisant Blazor au fur et à mesure, c'est qu'on arrive à faire des choses, déjà en utilisant un langage qu'on a l'habitude d'utiliser, et donc avec une série de fonctionnalités derrière qui ne sont pas inintéressantes, style du link. On va faire tout à l'heure, je l'ai fait d'ailleurs, dans le moteur engine qui est là, à un moment donné ici, voilà, on va pouvoir venir vérifier, tiens, parmi les couleurs qui sont bonnes, quelles sont celles qui correspondent à ceci, etc. Je fais des expressions lambda, je fais des délégués, je fais des where, j'utilise tout le .NET Core, et je l'utilise de manière quasiment intuitive, et je ne m'en suis même pas rendu compte en quelque sorte. Et tout ça passe sur le client et s'exécute sans problème sur le client, dans le navigateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de compléter un petit peu tout ça, et ce que je voudrais faire, c'est rajouter, non pas dans ma barre de couleurs, des couleurs fixes, mais commencer à les customiser en quelque sorte, à les paramétrer. Donc pour ça, je vais aller dans mon GameRow CHTML qui est ici, lui dire, on va commencer à travailler avec des couleurs, et donc je vais lui créer une propriété, tout simplement, de string, puisque les couleurs c'est rouge, vert, bleu, je les ai mis en chaîne de caractères, que j'appelle color. Oups. J'appelle cette propriété color, voilà. Et pour pas qu'elle soit vide au départ, je vais les remplir. Alors pour les remplir au chargement de la page, chargement du composant, pardon, je peux faire un overwrite puisque j'hérite de Blazor Component. Et il y a une méthode qui s'appelle onInit, qui est la méthode d'initialisation, dans laquelle je vais lui dire que color c'est égal à un nouveau tableau. Et ce nouveau tableau contient la première couleur, je sais pas, on va dire rouge. Deuxième couleur, on va dire que c'est bleu. Troisième couleur, on va dire c'est re-rouge, et après c'est re-bleu. Voilà. Ça, j'ai défini ma propriété métier, on va dire, avec les couleurs. Maintenant, il faut les afficher. Donc je reviens ici, et au lieu de lui dire c'est du rouge à devoir appliquer, je vais lui dire tu utilises Razor, et comment on fait pour remplir une variable en Razor? On met arrobase, et là je me retrouve dans le côté C#. En mettant arrobase, je vais pouvoir lui dire tu vas me prendre color. Il a automatiquement hérité de GameRow model, donc il sait où se trouve cette propriété color. Et je lui dis, tu vas pour le premier me mettre ma couleur 0. Le deuxième, ça va être couleur 1. Après, on fera des boucles pour tout ça. Et puis le troisième, c'est couleur 3. Et si je compile tout ça, et que je reviens ici, que je rafraîchis, je me retrouve avec mes deux composants qui sont rouge, bleu, rouge, bleu. Il a été, lui, recherché non pas des couleurs en HTML, mais des couleurs derrière mon code en C#. Et vous voyez la suite, c'est tout simple. Derrière ça, il suffit maintenant de venir remplacer un petit peu les valeurs qui sont là, par du métier, je veux dire, par des boucles, par du traitement .NET qui se trouve là. Mais c'est pas plus compliqué, je vais dire, que ça, pour pouvoir réaliser ça. Autre avantage d'utiliser du Razor, on ne va pas le faire, mais imaginez qu'au lieu de faire color 0, 1, 2, 3, tel que celle-là, rien ne vous empêcherait de faire un for each. Je fais @for ou for each. Et puis là, vous dites, je vais de 0 à 4, et je viens ici lui dire, tu me mets la couleur I. C'est tout.
C'est aussi simple. Donc vous avez toute la puissance de Razor, c'est-à-dire de pouvoir faire du .NET dans l'HTML, avec toute la puissance du C# et du .NET derrière pour pouvoir faire toute votre connexion métier. Alors c'est pas tout, Razor n'a pas fait que ça. Là ici j'ai mis des couleurs qui sont fixées. Ce que je vais vouloir faire, c'est spécifier ces couleurs, mais depuis la page. Donc je voudrais rajouter une référence à mon GameRaw qui se trouve là, qui contient les couleurs qui sont gérées par mon moteur. Les couleurs, elles sont là. La propriété color que je viens de créer, elle est là. Donc je voudrais qu'elle ne soit pas ici, mais ce que je voudrais, c'est lui dire, tu vas aller me chercher, tu vas avoir à ta disposition un game.raw, donc une propriété GameRaw que j'appelle raw, qui est en propriété donc getSet. Et au lieu d'aller rechercher des couleurs et des assigner n'importe comment, tu vas me faire juste une propriété en lecture seule et lui dire que ça va être le contenu raw color, c'est-à-dire ce qui se trouve effectivement derrière cette classe raw que je viens de créer, que je viens d'insérer. Okay. Donc quand je vais avoir à ma disposition ces couleurs, cette ligne, je vais pouvoir directement récupérer ceci. Alors du coup, j'ai plus besoin d'avoir le onInit puisque les couleurs vont venir de mon moteur de jeu. Si je veux donner des références à ces couleurs-là, je vais pouvoir utiliser un attribut que Blazor a rajouté qui s'appelle parameter. Parameter, ça permet de faire quoi? Ça permet derrière ma balise GameRaw qui se trouve là, de lui dire, peut-être en compilant d'abord, de lui dire voilà la ligne que je vais vouloir utiliser. Et donc de faire un raw égal, et là je vais lui donner ce que je veux comme information. Par exemple, le plus simple, c'est de faire en Razor. Alors, il ne faut pas confondre à chaque fois le Blazor et le Razor, hein, mais donc en C#, je vais lui dire, là, tu me tapes du code C# et tu vas me mettre le résultat. Et le résultat, ça va être le résultat d'un objet newGame.raw. Entre parenthèses, newGame.raw ici, c'est un objet, ce qu'on appelle complexe. Ça ne renvoie pas juste un string ou un nombre entier. Ça me renvoie un objet complet de type raw. Ben, ça ne pose aucun problème. Je peux venir lui donner derrière cette propriété raw ici, F12, non, là, de venir donner cette propriété-là, le contenu complet d'un objet que je suis en train de générer. OK? Et donc, ici, je vais le faire pour un premier, je vais le faire pour le deuxième. Si j'exécute, si je compile d'abord et que j'exécute, refresh, voilà, il m'affiche mes 4 cercles par ligne qui sont blancs parce que je n'ai pas encore assigné de couleur à ces 4 cercles. Ça, c'est l'étape suivante. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Hein. Alors, comment faire pour mettre du contenu, des couleurs à l'intérieur de ceci? Alors pour ça, en règle générale, quand on fait une application, le contenu, les couleurs, dans ce cas-ci, les données, ça vient d'un service de données. Souvent, qui dit service de données dit gestion de ce qu'on appelle de l'injection de dépendance. Qui connaît l'injection de dépendance? OK? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour les autres qui connaissent et qui veulent avoir un petit rappel, hop, voilà. L'injection de dépendance, globalement, c'est ceci. On a un service qui est disponible derrière la classe Startup dans notre cas, dans lequel on va pouvoir lui dire, quand tu as besoin d'une référence à, dans ce cas-ci c'est eDataService, donc une interface qui s'appelle eDataService, ben, tu vas me créer une instance de Data Access. Sans un service de dépendance, si on n'en a pas, ce qu'on est obligé, sans un service d'injection de dépendance, ce qu'on est obligé de faire, c'est de créer un new Data Access, de mettre cette variable quelque part et de se balader avec cette variable un peu partout dans le projet, dans chaque fois qu'on en a besoin. .NET Core fournit de base un gestionnaire d'injection de dépendance dans lequel on lui dit voilà les références, les définitions de ce que je vais utiliser comme type de service d'accès à mes données. Un service qui s'appelle Data Access qui va être utilisé lorsque je vais demander une référence à eData Access. Et donc ça veut dire que dans n'importe quelle classe plus tard, quand j'ai besoin d'un élément de type eData Access, je vais avoir, dans ce cas-ci Blazor, qui va automatiquement venir me créer une instance de Data Access. Comment je fais ça dans Blazor? J'utilise un attribut, soit je le fais par constructeur, ça c'est le classique, pour ceux qui ont déjà fait d'injection dépendance, je crée un component base, une classe component base, donc je crée un constructeur component base dans lequel je mets entre parenthèses eData Access. Et automatiquement, ASP.NET, par exemple, va créer ma classe
en lui envoyant, va créer mon objet en lui envoyant directement une référence à data access puisqu'on lui a référencé ici en singleton. Ici, je peux lui donner un attribut inject qui va faire exactement la même chose, mais qui va assigner la propriété automatiquement tout seul. Alors, soit vous définissez vous-même tous vos services de données, c'est ce que je vais faire moi dans mon cas ici pour mon moteur. Dans mon moteur de données, je vais venir ici dans mon startup et lui dire que mon service a besoin d'un singleton. Alors, vous voyez, il y a plusieurs sortes, hein, en fonction de la portée. Est-ce que vous voulez qu'il se libère après un certain temps? Est-ce que vous voulez le libérer automatiquement? Est-ce que vous voulez récupérer le précédent, etc. Enfin, là, c'est un mode de type singleton. Et qu'est-ce que fait ce singleton? Je lui dis que quand il a besoin d'accéder à game.engine, le moteur, ben, je te donne l'instance tout seul. Et l'instance tout seul dont on a besoin, c'est, on va la mettre derrière le game page ici, c'est une propriété qui va être de type game.engine. Je vais l'appeler, ah, il y a un E qui traîne, je vais l'appeler mon moteur ici, et simplement pour pouvoir capturer l'injection de dépendance, je lui rajoute un attribut inject. Ça va se faire tout seul. Donc quand Blazor va créer une page, va créer ma game page model, automatiquement il va dire ah tiens j'ai un attribut inject, ah tiens je veux remplir une propriété qui vient de game engine, ah ben game engine je regarde dans ma liste de tout ce que j'ai, ah j'en ai un, et je sais que celui-là c'est une instance de game engine à devoir créer. Ouais. L'app builder qui est dans le startup, il est similaire à celui de ASP.NET Core classique. Oui. En dessous, c'est une série de middleware que tu peux ajouter dedans. Oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est celui d'ASP.NET Core d'ailleurs. C'est juste typé pour Blazor différemment, mais c'est le même principe. Oui, ouais, c'est ça. Alors il y en a deux par défaut, deux objets qui sont automatiquement injectés, donc qui font partie de ces services. D'abord, c'est un HTTP client qui permet donc de faire des communications, d'accéder aux Web API, à des autres pages. Vous ne devez pas créer l'objet, vous avez d'office un HTTP client à votre disposition et un IURI helper qui va vous donner un helper, donc c'est-à-dire une aide sur tout ce qui est les query strings, les requêtes que vous allez récupérer, donc tout ce qui est récupération des paramètres de votre page par exemple ou du contenu, des formes et autres, vous allez pouvoir l'utiliser via l'IURI helper. Ça c'est fait, vous ne devez pas le définir dans Configure Services, ça sera automatiquement créé. Donc voilà, j'ai rajouté mon service moi de gestion de données qui est mon Game Engine qui est là. Je lui dis dans Game Page Model de pouvoir l'utiliser. Et donc ça veut dire que dans mon Game Page, ici, au lieu d'aller rechercher une nouvelle ligne qui va être une ligne blanche, je vais pouvoir lui dire, ah ben je sais que dans mon moteur, j'ai mis à disposition un générateur, enfin des couleurs choisies par l'ordinateur. Et ces couleurs-là, elles se trouvent donc derrière ma propriété Engine. On va peut-être recompiler. Hop. Alors recommencer. CTRL-SHIFT-B. Voilà. Ma ligne, row égale, je vais lui dire, elle va se retrouver derrière. Bon, il ne veut pas, tant pis. Ce moteur, ce engine, point computer choice. Et je vous le montre. Engine qui est là, computer choice, c'est une propriété de mon moteur qui contient une nouvelle ligne qui aurait été initialisée par le start avec des couleurs. Okay. Donc ça veut dire que si maintenant je recompile et que je rafraîchis ma page, hop, voilà, j'ai mes couleurs choisies par l'ordinateur qui sont tout simplement dans un premier temps, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est les couleurs 0, 1, 2, 3 dans l'ordre, c'est-à-dire le rouge, le bleu, le vert et l'orange. C'est ce que je retrouve ici. Rouge, vert, bleu, orange. Rouge, bleu, vert, orange. OK? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter les autres lignes. Et donc, pour ajouter les autres lignes, en plus de ma ligne ici, choisie par l'ordinateur, c'est venir les placer. Et ça, j'ai mon moteur, mon engine qui est là, qui me renvoie une liste de lignes. Ma liste de lignes, c'est la liste des lignes choisies par jouer, je vais dire par le joueur. Au départ, elle est vide, puis il y aura une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, etc. Et donc là, l'avantage avec Razor, c'est que c'est tout simple pour pouvoir le créer. Je peux directement faire un for each et lui dire que je vais créer pour chaque ligne présente à l'intérieur de mon moteur engine.rows. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir venir faire ça
sauf que ce n'est pas le choix de l'ordinateur ici, c'est le arrobas row. Il va venir et mettre la ligne choisie par la personne, par le développeur, par le joueur. Autre chose que je vais mettre, là je vais faire un copier-coller pour que ça aille plus vite, c'est venir mettre un petit bouton, où est-il? Ici. Un bouton pour pouvoir dire, ok, on va vérifier le choix, le jeu du développeur. Remarquez, enfin je vais d'abord l'expliquer, quand je mets ce bouton, je dis c'est un bouton HTML de type bouton classique, quand on va cliquer sur le bouton, il va appeler, il me le met en rouge parce qu'elle n'existe pas encore, il va appeler une méthode qui s'appelle check. Alors vous avez deux choix, soit ici vous mettez une méthode en string de type JavaScript. Si vous mettez une méthode au format Razor, c'est une méthode qui doit être présente à l'intérieur de votre code, de votre classe dans ce cadre-ci. Et donc dans mon cas, je vais créer une méthode check qui se trouve là, qui va faire le engine.check, qui va simplement faire le check de mon moteur. Donc il va vérifier les couleurs, ce n'est pas les bonnes, pof, il va passer au suivant. Donc dans mon cas, comme je ne vais rien choisir, il va juste passer au suivant. Je vais faire peut-être un truc en plus qui n'était pas ici, mais que je ne montrerai pas après. Une autre chose que Blazor a ajouté, c'est la possibilité de faire des console write line. On va taper check ici. Console write line qui vont être traduites dans des consoles log en quelque sorte de JavaScript. Et donc ça me permettra de voir dans la console, si je fais un F12, hop, voilà. Chaque fois que je vais appuyer sur le bouton check, chaque fois il me met un check dans la console. C'est un des moyens classiques en JavaScript pour débugger, moche pour débugger en .NET pour le moment. C'est le seul moyen dont on dispose réellement, sauf ceci. On a la possibilité de faire un Shift-Alt-D, ça c'est depuis la version 5 je pense, un Shift-Alt-D, Shift-Alt-D, oui quand je suis là. Si je fais ça, il va réouvrir la page, d'abord en me disant « Ah, je ne trouve pas le mode debug ». Et donc il me dit « Ah, vous devez exécuter Chrome avec cette ligne de commande-là ». Je ne vais pas le faire ici peut-être pour aller plus vite, mais en gros, si je fais cette exécution-là, que je fais le Shift-Alt-D, il va me réexécuter et m'afficher mon application, et j'aurai derrière l'application ici, là où on a toutes les pages, non voilà, pardon, ici, je vais retrouver ici, non pas le code WSM là, mais je vais retrouver les DLL, et tout le code C# va se retrouver dans Chrome. Et ce que je peux faire jusqu'à présent, c'est uniquement faire de la visualisation d'état de variables, ce qui est déjà pas mal, et du breakpoint. Ils sont en train de travailler sur ce module-là, et l'idée à terme, c'est qu'on puisse faire un breakpoint dans Visual Studio, démarrer l'application et que le breakpoint revienne dans Visual Studio pour pouvoir continuer à travailler avec Visual Studio. Ça, c'est à terme. Pour le moment, on peut juste faire des breakpoints dans Chrome. Ça marche, je l'ai essayé. C'est pas top. Il y a mieux. Mais bon, une chose à la fois. Alors, on est presque au bout de notre application. Ah oui, il faut que je l'exécute. Mon application, je ne l'ai pas rafraîchi peut-être, je ne sais plus. Voilà. Quand j'appuie sur le check maintenant, il rajoute une ligne. Enfin, il fait le check, mais il ne trouve rien. Donc, il me rajoute une ligne et il me dit ligne suivante, ligne suivante, ligne suivante, ainsi de suite. OK ? Ça, c'est ce que j'ai fait ici avec mon code. Donc, presque dernière opération. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est ajouter une propriété color dans mon GameRow-Model, qui est ici. GameRow-Model. J'ai ma couleur qui est là. Et, non, pardon, ça je me trompe, je change de page. Hop. Voilà. Je veux changer de couleur lorsqu'on clique sur le cercle. Ça me paraît plus logique maintenant. Donc pour ça, je vais revenir ici et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais pouvoir intercepter les événements de JavaScript, dans ce cas-ci le onClick, mais ça peut être n'importe quel événement JavaScript, et venir l'associer. Tout à l'heure, je l'ai fait avec le check, avec une méthode qui se trouve derrière le C#. Le check tel que je l'ai montré tout à l'heure, c'est juste une méthode, où est-ce qu'elle est? Ici. C'est une méthode sans paramètres. Donc là, je peux venir simplement placer le @check, c'est le cas le plus simple. Mais il n'y a pas de parenthèse. Perso, j'aurais trouvé plus simple de mettre les parenthèses. Mais il n'y en a pas. Donc il y a deux syntaxes possibles. Soit je fais ça, et là il le reconnaît comme étant une méthode sans paramètres. Soit il y a une autre manière de faire, c'est de venir ici
un peu plus loin pour avoir de la place, de venir lui dire que je vais travailler avec une expression lambda qui contient un argument, E. On va voir tout de suite l'argument E si je passe dessus. Il me le dit, c'est un argument qui va être de type, dans mon cas, UI, MOS, Event, Args. Donc je vais pouvoir récupérer le contenu de l'argument et ça, je vais pouvoir l'envoyer derrière une méthode que je vais créer, que je vais appeler ball click E pour lui envoyer le contenu. Donc j'ai besoin évidemment du coup d'avoir cette méthode ici dans ma classe. Donc je vais créer une méthode publique void ball click dans lequel je vais lui donner un ball index. Je vais lui donner l'index, ça sera plus facile que, hop, où est-ce qu'il est? Ici, que le E. Je peux lui envoyer le E, mais évidemment là il me le souligne en me disant c'est pas le bon type. Je peux lui envoyer 0 pour dire je suis sur le premier, j'ai cliqué sur la première boule, sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième. Bon, après, il y a moyen d'optimiser tout ça. Hein. Vous voyez, si je fais du copier-coller, c'est pas top, mais au moins, ça me permet de montrer le fonctionnement de ceci. Donc, voilà. Quand je vais cliquer sur l'élément, sur ma boule, je vais arriver à l'intérieur de ce code-ci. Et là, je vais simplement lui dire, sur la ligne, tu vas pouvoir me faire un setNextColor dans lequel tu as besoin d'avoir l'index de la boule sur laquelle on a cliqué. Ça tombe bien, je te l'ai donné en paramètre. Et si j'exécute ça, je rafraîchis, je peux maintenant cliquer sur les boules. C'est magique. Et faire un check. Il ne m'affiche pas encore les résultats. C'est la dernière étape, c'est d'afficher les résultats à ce niveau-là. Donc pour ça, je vais faire mon petit copier-coller pour aller plus vite. Hop. On va le prendre juste ici. On va aller vérifier qu'on a sur une ligne, Gimro, voilà. On va venir ici placer le résultat d'un check. Donc les fameux deux propriétés qui existent dans mon moteur, le good et le bad. Et pour ça, je vais simplement le tester ici en disant si ma propriété isCheck que je vais créer de l'autre côté est vraie, à ce moment-là, je vais pouvoir afficher le nombre de boules correctes et le nombre de boules mauvaises avec un petit message en HTML supplémentaire. Donc tout ce qui est code et tout ce qui est test, je viens simplement le rajouter via du code Razor à ce niveau-là. Pour ceux qui ont déjà fait de l'Angular, c'est un peu le même principe, sauf que je trouve ça moins puissant du coup en Angular, parce qu'on a quasiment que quelques opérateurs de type for, de type if, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ici, j'ai la possibilité de faire tous les tests, même si je veux faire une requête link ou peu importe pour aller chercher des états de données, je peux le faire. Même si après, en bonne pratique, on va peut-être demander de conseiller de venir créer le contenu des deux propriétés à ce niveau-là. Et donc les deux propriétés, même chose pour aller un peu plus vite, on va venir faire un copier-coller de ceci, hop, on va les mettre là. J'ai une propriété good qui me renvoie le contenu de bonnes valeurs calculées par mon moteur, donc derrière la ligne. Même chose pour le bad. Et le isCheck, ça me renvoie le contenu de isCheck prévu dans mon moteur. OK ? Et juste pour le fun, je vais quand même lui dire qu'on ne peut cliquer sur les boules et changer l'état que si on n'est plus en mode check. Parce qu'évidemment, si j'ai déjà cliqué sur les boules de la couleur de la ligne précédente, quand je vais revenir sur ma ligne suivante, je ne veux plus pouvoir le faire sur la ligne précédente. Je m'explique. J'ai ici, je peux choisir des couleurs. J'appuie sur le check. Il m'affiche ce que je viens de lui demander de faire. Je ne peux plus recliquer sur ces boules rouges. Donc c'est pour ça que j'ai fait un test en désactivant le clic quand je reclique dessus. Mais par contre, je peux cliquer sur celles-là, puisque celles-là, elles ne sont pas encore checkées. OK ? Dernière opération. Je veux maintenant pouvoir, quand je clique, comme je viens de le faire là, et que toutes les couleurs sont bonnes, je vais pouvoir changer de page. C'est faire du routage. Et donc faire le routage, comment ça se passe ? Très simplement, comme le reste. Quand je suis à l'intérieur de mon game page, qui est là, dans le code, je vais lui dire que ici, si j'ai fait le check et qu'on a gagné, alors derrière le check qui est là, j'ai renvoyé un booléen derrière mon moteur pour me dire vous avez vérifié, mais c'est vrai, vous avez gagné. Donc je peux ici venir faire une variable on a gagné qui est égale à engine.check. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Je vais lui dire que si cette variable est vraie,
je vais vouloir rediriger l'utilisateur vers une nouvelle page. Alors pour le rediriger vers une nouvelle page, pour naviguer, il faut que cette page existe. Donc, je rajoute une page. Je vais l'appeler winner. Hop. Donc, ici, toujours même principe. Blazor Components. J'enlève mes deux éléments qui sont là. J'enlève ma méthode qui ne me sert à rien. Je reviens ici et j'hérite de mon modèle. Et je vais simplement lui dire ici, qu'est-ce que je mets? Je mets H1. Vous avez gagné. /H1. Ouais, l'IntelliSense, c'est comme tout à l'heure. Il faut d'abord que je recompile et réouvrir la page pour que ça s'affiche. Donc ma page, elle existe. Ah, pardon, ma page, elle n'existe pas parce que je ne lui ai pas dit quel était son identifiant. Et donc je vais lui mettre /winner. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois simplement mettre maintenant la commande qui permet de rediriger. Je vous rappelle, lors de l'injection de dépendance, on a un URI helper qui va me permettre de gérer tout ce qui est URI, tout ce qui est query string, donc tout ce qui est, dans ce cas-ci, navigation. Et donc, j'ai simplement besoin de créer une propriété qui est de type URI helper, que j'appelle, pour que ce soit quand même plus simple, URI helper. Je lui dis, puisque c'est géré automatiquement par Blazor, tu vas m'injecter ce qu'il faut pour que là-dedans j'ai un objet URI helper qui marche bien. Et quand je vais tester pour voir si c'est correct, tu vas me faire mon URI helper et tu vas me dire, tu vas me naviguer tout ça, tu vas m'envoyer tout ça sur la page winner. Et si je compile, que je reviens sur ma page, que je la rafraîchis, si je fais n'importe quoi, j'ai une boule bien placée. Si par contre, je gagne, ah zut, je repasse sur vous avez gagné. Remarquez que l'URL en haut, elle a évidemment changé aussi. Hein. C'est localhost /winner. Donc après, il faudra bloquer un peu le truc parce qu'évidemment, ici, si je reviens, oui, sur winner, ça, hop, si je reviens sur la racine, je peux, connaissant l'URL, directement taper l'URL et arriver directement sur cette page. Donc là, il y aura évidemment des tests d'entrée sur la page pour voir est-ce qu'on accepte ou pas. C'est comme tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai créé une page, une fausse page raw, je peux l'afficher aussi. Ah oui, il n'y a peut-être rien qui s'affiche derrière. Ah bah oui, non, celle-là, si je fais un F12, voilà. Celle-là, il ne veut pas parce qu'il n'y a pas d'instance. Vous voyez, on reçoit les mêmes messages d'erreur, les mêmes messages d'exception que ce qu'on a en .NET. Ok, dernière opération. J'ai dit, il y a quelques fonctionnalités qui nous manquent, c'est l'interaction avec le browser notamment. Et pour ça, on doit pouvoir faire de l'interopérabilité avec JavaScript. Blazor fournit cette opération. C'est d'ailleurs sur ce genre de choses que ça bouge un petit peu. Pour faire de l'interopérabilité, on a besoin d'avoir d'abord une méthode JavaScript. Je vais revenir dans mon exemple ici pour prendre cette méthode JavaScript. Ça, on a fait. Voilà. On va prendre le script. Je vais le copier, je vais l'expliquer juste maintenant. Si je vais sur ma page index.html, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, on avait d'ailleurs changé le loading en chargement en cours, il fait le chargement du WebAssembly. Je viens rajouter ici, je le mets ici, ça peut être chargement d'un autre fichier JavaScript évidemment sans aucun problème. Je viens rajouter une fonction, myJSFunction, dans laquelle il y a une fonction qui se trouve là, qui s'appelle alert, qui est la fonction permettant d'y accéder. Ça, c'est la syntaxe qui est demandée par Blazor pour pouvoir accéder à des fonctionnalités de JavaScript. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à n'importe quelle méthode, pour le moment en tout cas. Ça doit être obligatoirement une méthode qui fait partie d'une sorte de namespace qui est associée à l'objet window. Et la méthode qui se trouve derrière ce namespace en question, enfin ce faux namespace, va pouvoir être appelée à ce moment-là à partir de .NET. Donc je dois créer, ce que je fais ici, la fonction JavaScript. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Vous voyez, elle fait juste un alerte de message. Oui, aussi une contrainte de l'interopérabilité pour le moment, on est obligé de renvoyer une valeur. Bon, on renvoie vrai. Dans ce cas-ci, à la limite, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai ajouté une classe jsinterop.cs. Ça, c'est la manière dont on vient
interopérabiliser, ou je ne sais pas comment on dit, comme on vient se relier à JavaScript, on utilise un objet de Blazor qui s'appelle JSRuntime, qui donne une référence à l'élément courant, et on fait un invoke ou un invoke async, dans lequel on dit voilà le type de retour. C'est pour ça qu'il faut avoir un objet de retour, parce que je n'ai pas d'autre signature que quelque chose ici. Et je lui donne ensuite l'élément que je veux exécuter en JavaScript, c'est-à-dire le sort de namespace dont je parlais, la méthode et les paramètres éventuels qui sont envoyés. Et donc ça veut dire maintenant que si j'appelle la méthode alert C#, elle va faire appel à alert JavaScript pour afficher un message. Et donc j'ai juste besoin ici de venir rajouter dans mon game page, quand on a gagné, avant de dire je suis redirigé, on va venir faire un game.jsinterrupt.alert et je vais lui dire, par exemple, félicitations. Donc ça va appeler la méthode JavaScript qui va faire le alert en JavaScript pour pouvoir l'afficher à l'écran. C'est là où c'est le plus compliqué, le plus difficile, je vais dire, c'est si on doit faire toutes ces interactions. Donc, de manière générale, à mon avis, il y a moyen de s'en sortir sans devoir faire trop de connexions vers l'extérieur, vers JavaScript. Évidemment, il y a toute une série de composants, de méthodes qui existent déjà, donc ça devient plus compliqué pour ça. Donc, si je fais n'importe quoi, OK. Si je fais gagner, il m'affiche félicitations en message JavaScript, et puis on fait OK et on continue. Et là, vous êtes en JavaScript, donc vous pouvez exécuter ce que vous voulez, hein, des animations, du son, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'on veut est disponible. OK. Donc voilà, ça me permet de faire un peu le tour, je dirais, de tout ceci. Oui, il y a toute une série de petits détails dont je n'ai pas parlé, notamment dans l'aspect navigation et les routes. On a vu comment, depuis le C# réaliser cette route. Il faut savoir que Blazor intercepte automatiquement la balise ahref pour pouvoir lui-même faire la navigation. Donc on n'est pas réenvoyé vers une autre page, donc avec un rechargement de la page complète, et en single page application, ça sera un peu embêtant. Et de la même manière, il a créé une nouvelle balise qui s'appelle navlink, qui fait exactement la même chose, sauf qu'en plus, il vient rajouter la classe active, ce qui permet d'avoir notamment des menus avec automatiquement l'élément de la page courante qui est mis en actif. Et donc c'est comme ça qu'on peut l'utiliser et le rafraîchir facilement. JavaScript vient d'en parler. Oui, si vous voulez publier votre code à la fin, vous avez juste besoin de taper une méthode qui est .NET publish-c release si vous voulez obtenir ça en mode release. Et il va vous générer tout ça derrière ce dossier release, net standard, publish, etc. Donc en pratique, si je le fais, vous ouvrez en ligne de commande, vous ouvrez ici et vous faites un .NET publish-c release, enter. Il refait la compilation du code en .NET Core. Voilà. Et si je vais voir dans ce répertoire-là, dans le dossier bin release net standard 2 dist framework, non pardon, publish, Blazor mastermind dist, voilà, vous avez ici tout le code à devoir placer, je dirais, sur le serveur. Oui, il y a sample data, ça vous l'enlevez, c'est les données sample du template. Vous avez dans underscore framework, ce dont j'avais parlé tout à l'heure, toutes les bibliothèques, dont vos bibliothèques à vous qui se trouvent ici dedans. Et puis dans les autres éléments ici, CSS et index HTML, tout ce qui est chargement des pages. OK. Donc voilà, ça permet ainsi de montrer un petit peu tout le fonctionnement, je vais dire, et l'état actuel de ce qui existe au niveau de Blazor. Je dirais que pour le moment, pour moi, il y a moyen de faire vraiment une application un peu complète. D'ailleurs, si je remontre celle qui est fournie en standard, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs depuis le début, avant de l'effacer, si là je laisse Web Application 1 .NET Core classique, ah oui, ça, j'ai pas encore parlé juste de ça. Si je fais Blazor ici, voilà, je l'exécute. Donc je ne touche à rien, je l'exécute. Ce que j'ai effacé, c'est les pages qui permettent d'avoir, il y a 3 pages de base qui existent, celle qu'on va voir ici, voilà. Ça, c'est le template fourni avec un menu fait en Bootstrap, avec une page Home qui se trouve là, avec un compteur qui est là, et quand je clique dessus, ça incrémente le compteur. Donc c'est juste une méthode click derrière, comme on l'a vu, qui permet de faire ça. Un fetch data qui fait la récupération dans un fichier JSON sample data avec donc l'HTTP client, dans lequel on a directement toutes les données qui se trouvent ici.
Et si vous créez, je ne vais pas le faire, mais si vous créez un projet de type Blazor mais hosté, ici, vous avez en fait, je vais le faire, vous avez en fait deux parties. Vous avez le même morceau pour le single page application, là. Donc la partie visuel navigateur, c'est exactement la même. Mais par contre, vous avez un module serveur. Et là, c'est une application .NET Core, ASP.NET Core classique, que vous pouvez héberger sur un serveur web classique, et avec l'avantage que vous allez pouvoir partager notamment des bibliothèques de classes communes. Et ça, c'est typiquement des choses qui sont très difficiles, voire quasiment infaisables à faire dans d'autres langages, puisque c'est évidemment pas le même langage côté serveur, sauf si vous faites du Node.js, que côté client. Là, vous allez pouvoir vous balader avec le Weather Forecast qui est là, et l'utiliser aussi bien en tant que référence derrière la bibliothèque du serveur que de la bibliothèque du client. Oui, le GICS, c'est le morceau de code compilé. Donc c'est la même bibliothèque. Donc si demain, vous venez rajouter une propriété derrière votre objet de prévision de temps, vous avez juste besoin de recompiler votre code, et aussi bien le partie cliente que la partie serveur va faire l'échange des données correctes, qui vont être transitées en JSON a priori, puisque d'un côté c'est une Web API et de l'autre côté c'est un HTTP client. Donc les données vont transiter correctement, mais vous n'allez pas devoir faire deux développements. C'est le même développement des deux côtés. Ouais. Ça justement, tu fais comment pour dialoguer côté client vers côté serveur? Parce que typiquement on le fait avec de l'Ajax. Eh bien ici on a l'HTTP client, donc on a, je crois que c'est dans Fetch Data qu'ils font ça. Voilà. On a un objet HTTP, et l'HTTP a été injecté par l'injecteur de dépendance automatiquement ici. Donc c'est ça que je montre ici. Le code, il est mis tout dans la page CHTML. Hein. Et donc il y a le même attribut que j'ai utilisé, le inject. HTTP client, il l'appelle HTTP. Et tu fais tout simplement un HTTP, getJSON.async par exemple. Tu as toutes les fonctionnalités de l'HTTP client classique .NET Core qui existe. Et donc on fait un getJSON classique dans lequel on donne l'API qui se trouve sur le serveur du coup, et on lui dit tu me castes tout ça en Weather Forecast, en tableau de Weather Forecast. Donc ça se fait en une seule ligne de commande. Mais si demain on rajoute ici une propriété, data, ben cette propriété data va être accessible aussi bien côté client ici que côté serveur. Évidemment, il faut la remplir côté client et l'utiliser côté serveur, mais automatiquement il va devoir, puisque c'est les mêmes objets, c'est les mêmes classes qui sont compilées deux fois. Hein. Elles sont compilées une fois côté client, une fois côté serveur, mais via une classe partagée. Donc c'est même pas une classe dont le code est repris dans un et repris dans l'autre, c'est vraiment une DLL partagée. Les références ici, dans le projet, voilà, on fait vraiment référence à la DLL shared qui se trouve un peu plus bas. Okay. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez tout ça ici. D'abord, Blazor.net, j'en ai parlé. Vous avez ensuite Blazor.net Community HTML, c'est ce que je viens de montrer. Vous avez un autre site que je trouve pas mal qui est learn-blazor.com. Et tout ce que je viens de vous montrer, ça se trouve également sur les adresses qui sont là. Donc sur slideshare.net/dvoituron, vous retrouvez en dernier PowerPoint publié, vous le retrouvez directement accessible. Vous avez le blazormastermind.azurewebsite.net que vous pouvez essayer, même sur vos téléphones. Hein, vous prenez dans votre navigateur sur Android, sur Chrome, vous tapez cette URL là. Vous attendez un peu parce qu'il y a 2 mégas à charger. Et vous l'avez. Et ça joue. Et vous aurez exactement ce qui se trouve là. C'est là où je suis. Cette adresse-là, c'est celle-là. blazormastermind.azurewebsites.net. Vous pouvez jouer. Et alors, il y a tout le code qui se trouve sur GitHub dvoituron/blazormastermind aussi. Et si vous voulez me contacter, vous avez mon Twitter qui est là. C'est, à mon avis, la manière la plus simple. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de s'arrêter ici et d'aller voir si les pizzas sont pas trop froides. Parce que merci beaucoup.